Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir choisi Sud Radio en cette belle journée de mardi. Le plaisir d'être avec vous encore pendant 3 heures aujourd'hui ensemble jusqu'à 20h, parce qu'il ne faut pas oublier les vraies voix de l'emploi à partir de 19h. Et puis vous pouvez... Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, tout à fait. Je suis avec Frédéric Brindel à mes côtés, mais comme moi le avec Judith jingle le dit... Oui, ça ne sert à rien de le répéter. Outre le fait de nous faire un petit peu de compliments. Voilà, on s'envoie un peu de fleurs. On s'auto-complimente. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Et puis, vous le savez, vous pouvez aller voter sur X à nos questions du jour. On va vous les dire dans un instant. Et puis, évidemment, réagir à ce que vous entendez à cette antenne. Au standard de Sud Radio, il y a Aude qui vous attend au 0800 26 300 300. Alors, nos vraies voix du jour, Frédéric. Alors, une petite frappe. Bruno Pomar, ex-policier, ancien du RAID, spécialiste de la sécurité. Mais non, je dis ça parce qu'on va avoir l'occasion de dire que, évidemment, nous ne craignons rien ce soir dans l'émission. Bonsoir Bruno. Bonsoir Frédéric, bonsoir Judith. On dit Judy ou Judith? Judith. Oui, il y a un T à la fin. Oui, exactement. Et bonsoir aux vraies voix. Très content d'être avec vous. Oui. Pareil, on est bien content. Corinne Tapiero, vous êtes conseillère, bonsoir, conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e, et puis présidente dans le 12e à Paris, puis présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Voilà. Bravo. Don d'observation. Et puis alors le très classe, le charmant, il est arrivé avec des lunettes de soleil. Je vous raconte que nous sommes à la radio. Son effet, Et puis cette mèche qui ne bouge jamais. Ils sont très peu à réussir le pari. Il est consultant notamment dans le monde de l'entreprise. Pierre-Yves Martin, son Altesse, bonsoir. Bonsoir. Bien bonsoir, cher ami. Alors, votre débat de 17h30, c'est important aussi de vous faire un petit point sur les sujets d'actu. Un gendarme de 54 ans, on le sait, père de 2 enfants, a trouvé la mort après un refus d'obtempérer sur l'autoroute A8, près de Mougins. Le conducteur en cause, qui avait pris la fuite, a été arrêté aujourd'hui à Cannes. Gérald Darmanin a confirmé qu'il s'agissait d'un délinquant de la route. Ce qui suscite l'indignation, c'est que malgré un passé de récidiviste, cet individu détenait toujours un permis de conduire. Ce drame soulève d'importantes questions sur la gestion des conducteurs dangereux et les actions à entreprendre pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Ce qui nous amène à la question qu'on vous pose sur le compte X de Sud Radio. Suite à ce refus d'obtempérer, est-ce que les forces de l'ordre doivent intervenir plus durement pour stopper les délits routiers? Deuxième débat important de cette émission, la décision de l'Élysée bourdonne encore dans les têtes de la gauche. Emmanuel Macron a officiellement écarté la nomination d'un gouvernement de gauche afin de préserver, dit-il, la stabilité institutionnelle. Depuis ce matin, la quasi-totalité du nouveau Front populaire appelle ses électeurs à descendre dans la rue, d'où la question de notre coup de projecteur à 18h40. Refus d'un gouvernement NFP, considérez-vous que c'est un déni de démocratie? Vous également donnerez votre avis sur le compte X de Sud Radio et vous participerez au débat au 0826 300 300. Et puis puisque c'est le 0826 300 300 qui est le numéro, vous pouvez nous joindre, on file à notre répondeur. C'est parti. Voilà, le petit Macron sème le chaos. Il sème le chaos, il ne respecte rien. Nous sommes une démocratie parlementaire, en principe. Ça fait quand même des années qu'il la piétine. Nous avons des élus qui nous représentent. Les élus sont piétinés, le Parlement est piétiné et Macron fait n'importe quoi. Donc, effectivement, il faut qu'il parte. Il en a assez fait, il a assez détruit. Merci, voilà, donc je ne suis pas d'accord. On a compris Chantal de Maubourguet. Chantal, elle n'est pas contente. C'est marrant le petit Macron. C'est mignon, on aime bien. C'est affectif aussi, C'est affectif, Corinne Tapiero? Moi, je trouve pas. J'ai pas vraiment l'impression. Je pense que on arrive à un moment où l'irrespect s'installe à tous les niveaux. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure sur Twitter, l'infâme Thomas Porte a fait un tweet en utilisant l'infâme, oui, en demandant destitution. Et il met une photo, un montage avec Macron sur un fond d'image qui était ceux d'Hitler. Je trouve que c'est ni bienvenu ni correct. On a un président de la République, il nous plaît pas. Les institutions sont ce qu'elles sont et c'est pas parce qu'on s'énerve qu'il partira. Bon, ça c'est assez clair. Pierre-Yves Martin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Petit ou grand Macron? Je ne sais pas s'il est petit ou s'il est grand. Je ne sais pas s'il est déjà lui-même. J'ai l'impression qu'il a un peu perdu de
son identité. On peut pas revenir sur l'assise institutionnelle. Il a été élu président de la République. Il ne s'agit pas de le destituer. Mais je trouve que peut-être il s'est perdu dans les méandres soit de sa psychologie, soit de son ambition, soit d'une perception peut-être un petit peu altérée de la réalité des Français et de la France. En même temps, Bruno Pomar, la réalité, elle est particulièrement complexe. Allez essayer de faire voter des lois avec la configuration de ce Parlement, quoi. Oui, c'est complètement... Mais de toute manière, encore une fois, ce que je dis souvent, moi, on a les élus qu'on mérite. Moi, je suis maire du rural et je me rends compte que quand on voit le nombre de listes au moment des élections, on se dit, waouh, les gens ne savent plus pour qui voter. Donc on a encore une fois les élus qu'on mérite et on mérite cette espèce d'Assemblée nationale qui représente rien, où il n'y a aucune majorité, où la LFI nous explique avec 71 députés qui sont la majorité en France alors qu'il y a 577 députés. Enfin, il y a des trucs qui tournent pas rond dans ce pays. Oui, il y a vraiment une remise en question de la politique dans notre pays et le premier à le faire, ça serait le président de la République. Mais encore une fois, est-ce qu'on va avoir un gouvernement de gauche? Visiblement non. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement de centre-droit? Peut-être. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement de techno? Pourquoi pas? Moi, vous savez, je me rappelle toujours d'un truc intéressant. Rappelez-vous, il y a quelques années, en Belgique, il n'y avait plus de politique. Oui. Et le pays a continué à fonctionner pendant les 2 ans. Mais c'est peut-être pas Posons-nous la question, savoir. C'est peut-être. C'est peut-être pas le même pays, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes prises de décision au même niveau. Donc il y a beaucoup de choses assez différentes. Moi, je pense qu'on n'a pas intérêt à ne pas avoir de gouvernement, mais. Oui, c'était un clin d'œil. Non, mais c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est dans une situation assez incroyable. On s'aperçoit en fait que nous avons des élus qui n'ont comme objectif que leur propre avenir. Et quand on en est là. Il ne faut pas s'étonner d'avoir n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, Judith, Bruno Pomar vient bien de nous dire qu'il était maire du rural. Oui. Alors, un maire du rural, ça peut très bien être Premier ministre. Vous avez envie d'être Premier ministre? Je fais un appel au président de la République, éventuellement, au ministre de l'Intérieur, tiens. Allez, pourquoi pas. Après tout, il veut des techniciens. Je suis un technicien. Pas ministre de l'Intérieur directement, vous, tant qu'à faire? Mais je ne veux pas prendre la place à Gérald Darmanin, que je connais bien. Je pense qu'il ne sera pas reconduit. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. On accueille notre auditeur du jour, Gilles, qui nous appelle de Nice. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Gilles de Nice, ça fait chouette, ça fait Brise de Nice, ça fait Gilles de Nice. On vous l'a déjà fait 12 fois, celle-là, Gilles. Alors Gilles, vous avez envie de nous parler, c'est un coup de gueule que vous passez, du décalage entre l'hyper-médiatisation qu'il y a eu pour les Jeux Olympiques et puis le peu de médiatisation pour les paras. Oui, alors comme chaque fois, les Jeux paralympiques sont complètement oubliés, je trouve, et on a fait une hypermédiatisation des Jeux Olympiques il y a 3 semaines. Et là, je trouve que c'est un peu léger. Et pourtant, il y a une candidate noire qui est fille d'un chanteur malien albinos. Nantenin Keita, en l'occurrence, qui est notre porte-drapeau. Oui, qui est porte-drapeau et qui risque d'avoir une médaille. Et je pense qu'on ferait bien de soutenir ces personnes-là. Alors, très beau message, Gilles. Sachez que demain, avec Judith, nous vous préparons notamment une première partie d'émission un peu spéciale Jeux paralympiques, parce qu'il y aura aussi la cérémonie d'ouverture. Et ça continuera sur le 19-20 de jeudi aussi. Oui, c'est important, oui. Effectivement. Une petite réaction de vraie voix, oui. Oui, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'on en parle quand même beaucoup plus qu'on en a parlé. Par exemple, aux Jeux Olympiques de Londres, où c'était un peu émergent et ils avaient un statut un peu différent. Là, on en parle, on met en avant les jeux, les équipements. D'ailleurs, à Paris, il y avait sur la place de l'Hôtel de Ville la possibilité de s'exercer au sport des Paralympiques. Avec un fauteuil, avec un bandeau, etc. Donc c'était une découverte. Alors après, on peut penser que c'est un peu gadget, on peut penser ce qu'on veut, mais il y a une vraie mobilisation. Et après, il faut que cette mobilisation, elle aille au-delà. Et moi, j'aurais aimé que pour ces Jeux paralympiques, le métro soit accessible à tous. On n'en est pas là. Tout à fait le sujet. C'est jeudi soir qu'on en parle. C'est jeudi soir, la mobilité, l'accessibilité, tout à fait. Pierre-Yves Martin. Moi, je serais moins pessimiste que cela, que Gilles. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu une prise de conscience pendant la première partie des JO et que du coup les Français ont envie de faire quelque chose, ont envie de soutenir ces athlètes.
Donc je pense qu'il y aura un succès, un écho réel autour de ces Jeux paralympiques. Après, ils ont envie que la fête continue aussi, non? Oui, il y a ça, effectivement. Et après, la question, Bruno Pomar, vous êtes du genre à être passionné de sport, mais c'est vrai qu'il y a un jour, il faudra se poser la question de ne pas faire un jeu paralympique d'un côté, un jeu olympique de l'autre, sachant qu'il y a la tournée des Jeux d'hiver où il n'y a pas grand-chose non plus. Enfin, techniquement, ça me paraît compliqué. Hein. Enfin, je ne suis pas spécialiste d'organisation des Jeux olympiques, mais ça me paraît difficile. Mais en même temps, vous savez, regardez, même au niveau des billets, je regardais pour en prendre des billets, il y a plein d'événements qui sont clos déjà, en termes de vente de billets. La communication, Gilles, est un peu excessif, parce que le Parisien, encore ce matin, faisait des portraits. J'ai vu que sur TF1, ils font des grands panneaux, etc. France Télévisions, pardon. Il y a quand même beaucoup de choses de faites. Bon, effectivement, ça n'a peut-être pas l'ampleur des Jeux olympiques. C'est moins connu parce que dans l'année c'est moins médiatisé et que pour accéder à ces sports, quand on est dans certaines localités, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de club. Allez, on va être obligé de rendre... On en parle demain, un sujet demain, ça c'est sûr. On est obligé de passer à la suite. Donc on revient demain, c'est ça? Voilà. Si vous avez envie. Allez, les 3 mots de l'actu, c'est dans un instant. Vous restez avec nous, bien évidemment. Merci d'avoir choisi Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et on est bien avec vous. On vous fait un petit rappel de nos vraies voix du jour. Oui. Il y a effectivement un très très beau casting avec Pierre-Yves Martin, consultant dans le domaine de l'entreprise. D'ailleurs, je vais lui demander son conseils. Oui. Voilà. Corinne Tapiero aussi, elle est conseillère d'arrondissement. Alors, les Républicains, peut-être des conseils à lui demander aussi ou... Non. Enfin bon, je dîne avec elle bientôt. Voilà, on saura tout. C'est tout. Et Corinne, vous êtes aussi présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Et puis, alors Bruno Pomar, ne l'oublions pas, qui est aujourd'hui maire dans le rural. Important de rappeler. Et donc, il y a peut-être un avenir politique important, mais qui est un ancien du RAID, évidemment, bien sûr. Peut-être futur ministre de l'Intérieur. Merci. Allez, c'est parti, les 3 mots dans l'actu de Clément Arayon. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Clément. Otage, manifestation et oasis. On commence avec otage. Eh oui, on l'a appris cet après-midi. Un otage israélien a été libéré. Il aura passé 326 jours en captivité. Kaïd Farhan Al-Kadi, un homme de 52 ans. Il avait été enlevé le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas alors qu'il travaillait au poste de sécurité d'une usine d'emballage. C'était au sud d'Israël. Il aurait été retrouvé dans un tunnel souterrain. Tsahal a indiqué qu'il était en bonne santé. Il est actuellement transféré à l'hôpital pour des examens médicaux. Sa famille a été informée de sa libération. Tsahal, qui en a profité pour rappeler que les forces de sécurité israéliennes continueront, je cite, de déployer tous les moyens nécessaires pour assurer le retour de tous les otages. Le président israélien Isaac Herzog a lui salué un sauvetage réussi. Selon lui, sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 104 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée. Deuxième mot, Clément Arion, c'est manifestation. Et oui, une manifestation qui se profile le 7 septembre prochain. La France insoumise appelle à se mobiliser contre le coup de force d'Emmanuel Macron, communiqué qui intervient après le refus d'un gouvernement NFP par le président. Je vous propose d'écouter Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI. Il était au micro de BFM TV hier soir. La réalité, c'est que le président de la République s'assoit sur le résultat des élections législatives, fait comme s'il n'y avait pas eu un vote, il y a maintenant quasiment 2 mois. Et le résultat de ce vote, il est simple, c'est que c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête, et donc c'est le nouveau Front Populaire qui doit constituer le prochain gouvernement du pays. Et en vérité, le président de la République a manié en permanence les prétextes pour essayer de tout faire, sauf de respecter le résultat du vote des Françaises et des Français. Et en démocratie, il n'existe pas de droit de veto pour le président de la République face à une décision libre, large des Françaises et des Français. Voilà la colère de Manuel Bompard, d'où l'appel à manifester donc le 7 septembre prochain. LFI qui a rejoint l'appel lancé par l'Union étudiante et l'Union syndicale lycéenne, donc pour une manifestation contre l'autocratie d'Emmanuel Macron, je cite. Sur X, le planning familial d'y rejoindre la mobilisation également il y a quelques minutes. Le Parti socialiste ne s'associe pas à cet appel à manifester pour le moment. De son côté, le président de la République continue ses consultations, donc sans LFI ni le RN. Merci. D'ailleurs, on va
en parler dans notre débat coup de projecteur de 18h40. Votre troisième mot, Clément, le troisième, c'est donc Oasis, car le groupe britannique, et c'est pas la boisson, se reforme pour une tournée inédite. Et une tournée inédite, le groupe de rock qui a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux, un petit peu à la surprise générale, une tournée donc à l'été 2025, et 15 ans après le clash entre les frères Liam et Noel Gallagher, un clash à Paris d'ailleurs, au festival Rock en Scène. Oui, ils leur doivent un concert d'ailleurs. Exactement, une bagarre entre les deux frères qui éclate quelques minutes avant d'entrer sur scène. C'était la fin du groupe Oasis. Je vous propose cette archive de Lina, c'était le 29 août 2009 sur France 2. 22h hier soir, déclaration des organisateurs de Rock en Scène. Je vous annonce que malheureusement, à l'instant sur le site de Rock en Scène, Liam et Noël se sont battus. Ils étaient venus pour Oasis n'est pas là, alors ils repartent. Annulation de dernière minute et colère des spectateurs. Ça fait mal, c'est vrai que sur le coup ça fait mal. Je suis très déçu. Ah non, c'est inacceptable. Un concert annulé pour cause de bagarre et de bagarre entre deux frères. Ah, et bien voilà. C'était chaud Finalement, ils sont de retour. Supersonic, Wonderwall, Live Forever. Les fans vont pouvoir réécouter ces titres sur scène. Le groupe de Manchester qui donnera donc une quinzaine de concerts au Royaume-Uni et en Irlande. Ce sera en juillet et août prochain. Oasis, c'est pas la chanson. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou? Oasis, c'est bon, c'est bon. Corinne Tapiro, le retour attendu de ce groupe, est-ce qu'on se demande pas s'il y a un petit problème financier derrière, parce que tout d'un coup ils se réconcilient, pourquoi maintenant quoi? Peut-être qu'ils se sont réconciliés il y a très longtemps et qu'ils ont eu des chemins d'un peu différents qui les amènent aujourd'hui à faire un concert. Bon, je trouve que c'est un petit peu tardif, mais bon. Pierre-Yves Martin, vous êtes forcément fan vu votre look. Je ne sais pas comment accueillir votre propos, mon cher Frédéric. Non, mais c'est bien parce que ça montre certainement l'intelligence des banquiers à vouloir refaire émerger un groupe. Des producteurs surtout. Oui, des banquiers, des producteurs. Oui, des mecs qui ont misé quoi. Du business autour de ça. Je pense que les deux banquiers des deux frères doivent être contents de voir une perspective financière un peu. Faudra militer pour qu'ils fassent un cadeau à Rock en Scène quand même, parce que là ils ont annoncé leur tournée, il n'y a rien sur Rock en Scène. Ouais. Donc Et les programmateurs qui ont toujours annoncé qu'ils attendaient toujours le retour de Oasis sur Rock en Scène. Mais c'est important pour les fans quand même, c'est les groupes politiques, c'est comme U2, comme Coldplay et autres, enfin bref. Donc c'est important qu'ils reviennent et tant mieux. Mais en même temps, il doit y avoir un côté financier aussi qui doit être là. On attend ça avec impatience parce que c'est vrai que le rock anglais, on en entend moins parler ces temps-ci. Du coup, 15 ans après, ils ont quel âge maintenant? Oh, ils sont 15 ans de plus. En posant la question, je me suis dit, Frédéric va me répondre ça. Ils vont avoir une soixantaine, je pense. Une soixantaine. Carrément 60 ans. Je pense. Je sais pas. Non, Les gars, 50, plutôt 50, 55. Non, 60 carrément. Regardez, 51. On dit dans l'oreillette 51. 51 ans. Merci Maxime. Ah ouais, mais ce n'est pas votre âge, Pierre-Yves, d'ailleurs. Mais si. Je me permets de dire ça parce que l'autre fois vous aviez vendu la mèche. Vous nous aviez dit ça, donc je rebondis. Vous connaissez tous les chansons d'Oasis parce que j'ai l'impression que j'ai un peu raté quelque chose. Oui, il y a deux. Il y a Maxime Sénat, notre réalisateur. Un petit extrait. Mais oui, on connaît. Wonderwall. Toute ma jeunesse. Bon bah voilà, le retour d'Oasis est attendu. Moi je préférais Earth, Wind and Fire. Non, moi je préfère. J'espère bien. Judith, elle est dans toutes les bonnes astuces. Voilà. T'es pas si vieux que ça. Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Imagination, c'est quand même très vieux. C'est ma génération. On a les mêmes, Bruno. Mais c'est du vrai, c'est Mais c'est des bonnes références. On a dansé le funk. Exactement. Allez les amis, merci Clément. Vous nous revenez. Faut revenir. Revenez. Allez, un gendarme de 54 ans a été tué le 26 août sur l'autoroute A8 près de Mougins. Donc c'était lundi. Après un refus d'obtempérer, le conducteur en fuite a été arrêté ce matin à Cannes. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'était un délinquant de la route qui possédait encore son permis malgré ses antécédents. Cet incident pose de sérieuses questions sur la gestion des récidivistes de la route et les mesures à prendre pour éviter de telles tragédies. Ça fait 25 000 refus d'obtempérer par an. Les forces de l'ordre
voiture. Souvent, il se termine par des blessures, parfois des arrestations, rarement par des peines lourdes. Il y a urgence sur le traitement politique de ce fléau. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, #refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre doivent-elles intervenir plus durement pour stopper les délits routiers? Ça dit quoi sur le compte X? Ça dit oui. Ça dit oui, j'ai pas le pourcentage exact, mais restez avec nous parce qu'on va vous le donner dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300 aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous êtes toujours là avec nous et on est bien contents sur Sud Radio. On va vous faire un petit rappel de nos vraies voix du jour, Frédéric Brindel. Oui, ils ont chacun une petite ressemblance. Bruno Pomar, c'est par exemple notre Paul Newman. Corinne Tapiero, c'est un peu Barbara, la chanteuse. Et puis Pierre-Yves Martin, c'est Liam Gallagher. Bravo, que des stars sur le plateau. C'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un gendarme de 54 ans et père de 2 enfants a été tué hier après un refus d'obtempérer sur la 8 à proximité de Mougins. Ensuite, le chauffeur présumé a été interpellé ce mardi 27 août à Cannes. Selon les déclarations de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il s'agit d'un délinquant de la route. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que malgré ses antécédents, ce conducteur était encore en possession de son permis de conduire. Cet événement soulève des questions importantes sur la gestion des récidivistes de la route et les mesures à prendre pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Refus d'obtempérer, rodéos urbains, incivilité routière, l'insécurité se répand sur nos routes et dans nos rues. Les forces de l'ordre hésitent à intervenir de peur d'être sanctionnées. Les arrestations débouchent rarement sur des mises en état de nuire efficaces. Faut-il continuer de regarder passivement ces conducteurs hors la loi? Nous vous posons la question. #refus d'obtempérer, les forces de l'ordre doivent-elles intervenir plus durement pour stopper les délits routiers? Et vous votez sur le compte X de Sud Radio et vous votez oui à 89%. Alors évidemment, vous pouvez continuer à voter, puis vous nous appelez, Aude vous attend au 0826 300 300 pour participer au débat. On reçoit notre invité. Ah oui, alors on le connaît bien. Oui, en fait, il aurait pu s'installer avec les 3 vraies voix. Bon, là, on fait appel à son expertise. Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policier enfant de la République. Bonsoir Abdoulaye. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut. Et on a évidemment une pensée pour vous et pour tous vos collègues, tous vos confrères au sens large, puisqu'il s'agissait d'un gendarme et bien sûr toutes les forces de l'ordre. Oui, alors Abdoulaye, on vous pose la question à vous directement. Est-ce que les forces de l'ordre doivent intervenir plus durement pour stopper les délits routiers? Mais tout d'abord, déjà, permettez-moi d'apporter mon message de soutien et de solidarité à la maison gendarmerie, notamment aussi à ce père de famille qui ne retrouve, plutôt à cette famille qui ne retrouvant pas leur père qui a voulu les protéger, on va dire, les citoyens et qui n'a fait que son travail. Malheureusement, à chaque fois qu'on a ce drame, en fait, on en parle souvent sur votre plateau et même aussi avec Bruno, c'est quand même difficile à chaque fois de dénoncer toujours ce sujet parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est que, même pas encore aujourd'hui, il y a une forme de colère, de tristesse, mais surtout une colère et une incompréhension parce que c'est pas faute de sensibiliser, c'est pas faute d'expliquer systématiquement que nous en sommes toujours à l'augmentation de cette infraction. 25 000 refus tempérés en moyenne par an, ce qui fait un refus tempéré entre 18 et 20 minutes, mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que certaines personnes, voire même des décideurs, comprennent en fait l'ampleur de ce sujet-là. Dites-vous bien que c'est pas faute que ce soit sur les réseaux sociaux ou même aussi à travers nos actions avec Bruno Pomar ou même avec des policiers, on essaie de faire de la sensibilisation, on essaie d'expliquer aux personnes que mais quand les forces de l'ordre vous demandent de vous arrêter, arrêtez-vous. Parce que quoi qu'il arrive, vous restez en vie. Vous n'ôtez pas la vie d'un autre. Et le problème, c'est que c'est vu par d'autres personnes qui vont tout de suite faire une espèce d'inversement des valeurs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, oui, tant qu'il n'y aura pas une vraie sensibilisation, une vraie explication ou même des manières fermes au niveau justice, parce que le problème, c'est que quand on voit le profil de l'individu, malheureusement, c'est que quand vous êtes à 10 faits et que vous avez un casier judiciaire qui est assez large,
c'est inexplicable pour les victimes. Ouais, Judith, effectivement, Judith l'a rappelé. Alors, si nous vous posons cette question, évidemment, tout le monde a envie de permettre d'empêcher les malfaiteurs de s'échapper et donc de renforcer le pouvoir d'action des policiers. Mais si on vous pose la question, c'est qu'il n'y a peut-être pas que cela. Et peut-être, Corinne Tapero, un rôle de la justice aussi. Oui, je pense qu'il y a des rôles conjoints de la justice, parce que la police et la gendarmerie, dans son ensemble, font un travail d'investigation et de poursuite assez remarquable. Ils sont pas toujours suivis des faits. D'abord parce que la justice est très lente. Alors on va vous dire c'est un manque de moyens, etc. Mais je crois qu'il y a un manque de volonté. Tout simplement, qu'il y a malheureusement dans notre pays un certain nombre d'élus qui soutiennent ces délinquants, et moi j'aurais aimé qu'on annonce là une grande manifestation avec comme thème « Les délinquants tuent », vous voyez, plutôt que les slogans dont on a l'habitude. Madame Tapero, laissez-moi de vous couper, excusez-moi, mais imaginez un seul instant si ce gendarme a fait usage de son arme. Mais c'est ce que je dis. Imaginez un seul instant, imaginez qu'est-ce qui serait passé. C'est ça. Il y aura un inversement de valeurs, il y aura une responsabilité des forces de l'ordre. Et je pense qu'effectivement, oui, il y a une forme de, je dirais pas de ras-le-bol, mais simplement de problématique dans le sens où, mais pour sauver sa vie ou celle des autres, il était obligé s'il doit faire objet de son arme, il y aurait eu à un moment donné une responsabilité pour dire, mais non, il fallait pas tirer. Mais en fait, quand vous êtes en contrevenant, je pense que la loi, en plus, en fait, la grosse problématique, c'est l'application stricto sensu de la loi. Les dispositifs législatifs existent, encore une fois, mais la réalité de l'application, elle est totalement différente entre la réalité, et c'est ça en fait qui nous pose problème. On peut pas créer encore une loi sur une loi, il faut juste l'appliquer, tout simplement. Bruno Pomar, justement, pour rentrer un peu plus dans le concret, comment est-ce qu'ils sont formés, les policiers et les gendarmes, à gérer des situations comme ça, le refus d'obtempérer? Puis on peut se poser aussi la question de si la formation ne suffit pas, ou si les moyens ne suffisent pas, est-ce qu'il ne faut pas prévoir des changements concrètement, quoi? Écoutez, moi, à mon sens, la magie n'existe pas dans ce domaine-là. Très sincèrement, on donne tous les moyens. D'abord, nos formations sont mieux formées qu'ils n'en ont été, au même titre que les gendarmes d'ailleurs. Sur ces méthodes-là d'intervention, c'est quand même très très particulier à faire. Il y a souvent des gendarmes d'expérience qui sont habitués à faire de la sécurité routière et de savoir, comment dire, se positionner sur ce type de contrôle. Ça, c'est un élément important. Mais ce cas d'important là-dedans, c'est qu'encore une fois, quand on minimise ces cas, qui sont, et Abdoulaye l'a très bien dit tout à l'heure, on est à plus de 25 000, même s'il y a eu une baisse ces dernières années, mais on est quand même à 25 000. C'était monté à 27 et 28 000. C'est affolant. Donc on ne peut pas tolérer ça. Un tiers des délits sont condamnés. Un tiers des délits que je vous dis là. Et ça fait quelque chose comme 5 000 victimes par an. C'est énorme. Force de l'ordre civile. Bien sûr. Parce qu'en même temps, lorsqu'un policier ou un gendarme essaie d'interpeller une voiture ou évite à une voiture de redémarrer, à travers les herses qui existent, il y a tout un tas de techniques qui existent. Mais vous savez, quand vous êtes sur le terrain, le dire ici sur Radio, c'est facile. Quand on est sur le terrain, c'est une autre histoire. Donc l'appréhension, le discernement de nos policiers est compliqué. Sur l'histoire des herses, on a vu ça souvent dans des films, on voit ça à chaque fois. Mais j'ai pas l'impression, enfin moi j'ai déjà vu des barrages routiers, des barrages de police, de force de l'ordre, il n'y a jamais une herse en plein milieu de la route. Maintenant, si. Oui. Moi, je me suis fait contrôler il y a un mois et demi dans une ville moyenne, et effectivement sur une rocade, et il y avait trois herses successives. Tout à fait. C'est la première fois que je voyais ça, mais ça existe. Sur le cas mieux, en fait. Sur le cas là, on parle d'autoroute. On est sur l'autoroute, attention. Donc voilà. Appréhender ces situations, c'est très compliqué pour le gendarme, et on en arrive aux situations qu'on a connues avec l'affaire Naël, et vous le disiez tout à l'heure. Encore une fois, lorsque vous avez des politiques qui vous expliquent que l'affaire Naël, c'est toujours le policier qui est responsable, attendons de laisser faire. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui font que, encore une fois, nos policiers, lorsqu'ils sont sur le terrain, en pensant que leur carrière risque d'être impactée, en pensant que leur propre vie risque d'être impactée, je peux vous assurer que le métier devient de plus en plus difficile. Le caractère aggravant de la consommation de cannabis ou d'alcool, on a l'impression qu'il est minimisé au profit d'une abolition du discernement. Oui, donc on marche sur la tête là aussi. Bon, là, a priori, dans cette affaire-là, c'est pas le cas. Parce il était testé positif à l'alcool. Voilà. Justement, à ce niveau-là, on peut se poser la question des lacunes du système. Parce que comment ça se fait qu'il n'a pas eu son retrait de permis, ou une suspension du moins? Comment ça se fait qu'il est encore dans un véhicule? Abdoulaye Kanté, vous avez une raison à nous donner?
La raison, c'est que effectivement, c'est évidemment la personnalisation de la peine. C'est que il faut savoir un petit peu voir quel était le parcours judiciaire de cet individu, savoir effectivement pourquoi, en fait, même si certains me disent que oui, effectivement, il avait 9 points sur 12, mais peu importe s'il avait même 12 points ou pas, c'est que on a toujours cette problématique de voir que c'est un individu qui est coutumier des faits, qui visiblement est habitué au délit routier. Donc, est-ce que la punition, voire les sanctions qui ont été prises à son encontre, lui ont fait prendre conscience de ces problématiques-là? Visiblement non, parce que on sait toujours que ce sont toujours les mêmes profils, dans le sens où ce sont toujours des individus qui sont, vous savez, c'est très simple. Ceux qui s'adonnent à ce genre d'infraction sont toujours les mêmes, c'est-à-dire sous consommation de stupes, véhicules volés, défaut d'assurance. Et ils veulent évidemment connus, recherchés. Donc ce sont forcément ces personnes-là qui refuseront de s'adonner à un contrôle de police, et ça facilitera évidemment leur fuite. Pierre-Yves Martin, là c'est le citoyen que vous êtes, à qui je pose la question. Qu'est-ce qui est pour vous le plus dissuasif? Parce que là on est de toute façon sur des gens qui ne sont pas respectueux par principe des règles de citoyenneté. Ouais, alors je sais pas si je vais bien répondre à votre question, Frédéric, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce que vient de dire Abdoulaye Kanté. En fait, je suis pas spécialiste, mais je suis pas convaincu que ce soit toujours les mêmes personnes qui n'aient pas d'assurance, qui aient piqué une voiture, etc., etc. J'ai quand même l'impression depuis quelques années qu'il y a une montée en puissance du refus d'obtempérer comme une remise en cause du citoyen par rapport à l'autorité. Bien sûr. Et je sais. Et celui qui n'a pas d'assurance, il fonce, il se dit de toute façon il y a de l'impunité. C'est quelque part, ça c'est logique. Enfin, il y a une explication. Mais là, j'ai l'impression que même chez des personnes qui sont entre guillemets en règle, enfin qui ne seraient pas obligées de refuser de se conduire ainsi, se mettent dans une situation extraordinaire. Et mais est-ce que ça vous arriverait vous ou pas? Mais je Parce que moi personnellement, quand on m'arrête, même en étant flic, je m'arrête. Non, vous arrêtez. Enfin, on s'arrête si on vous arrête. Je pose la question, je peux répondre. Pierre-Yves, en fait, ne le dites pas. Parce que vous vous mettez en danger, Pierre-Yves. Ne dites pas ça. Non, mais je pense que, et je sais pas pourquoi, et tout à l'heure on évoquait qu'est-ce qu'il faut faire, etc., police, justice, etc. Mais je pense que la première action à mettre en place, c'est de comprendre le pourquoi de ces refus d'obtempérer. Et j'ai l'impression que c'est assez récent. C'est assez récent. Mais cet individu... Je vous ai donné les causes, je vous ai donné certaines causes, parce que les causes, je vous ai dit, les profils, c'est généralement de très rares cas, nous avons des individus qui, effectivement, sont totalement en règle, qui, justement, font des refus d'obtempérer. La majorité de ces individus qui commettent ces refus d'obtempérer, c'est évidemment par des causes qui sont annexes, c'est-à-dire, évidemment, des défauts d'assurance, des défauts de permis. Alors, attendez. On va demander à notre auditeur, excusez-moi, 0826 300 300, vous, les auditeurs de Sud Radio, on parle vrai avec vous, vous le savez, vous pouvez nous appeler, réagir, etc. On a Gilles qui est avec nous, qui nous appelle de Nice. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On va vous poser la question, tout simplement. Les forces de l'ordre, est-ce qu'elles doivent intervenir plus durement pour stopper ces délits, justement, routiers? Moi, je vais vous donner un exemple personnel. En 87, j'étais en Floride avec un ami et on prenait le bus et le bus a oublié de nous prendre. Et on a fait du stop. On s'est fait arrêter par une bagnole de police qui nous a mis en joue. Il nous a palpé tout ça, les mains sur le capot. Mon copain avait la main dans la poche de son pantalon, je lui ai dit de l'enlever et on a évité une amende. Dans certains États, c'est même la prison qui est. Alors, je dis pas d'arriver là, d'être l'inspecteur Harry, mais je trouve que la police n'est pas assez soutenue en France et la justice est trop laxiste et on en arrive à des situations triste et lamentable comme à Mougins, quoi. Moi qui habite Nice, Mougins c'est pas loin, et je pense à ce pauvre gendarme qui s'est fait tuer en service, quoi, par devoir. C'est très triste. Alors c'est important, Gilles, que vous nous rappeliez des exemples, parce que en fait c'est à travers des exemples qu'on se repose des questions. Effectivement, le grand malfaiteur, celui qui est dangereux, il y a une intervention musclée de la police, il met sa vie en danger, on le sait. Maintenant, on avait eu, notamment dans le quartier de Barbès à Paris, une jeune fille qui rentre de boîte de nuit et qui se fait raccompagner par un garçon qui, quand il voit justement la police, fonce et c'est le passager qui décide
décède. Voilà, ça, Corinne Tapiro, sur cette situation, ça repose la question de l'intervention en elle-même. Alors, il y a l'intervention, il y a les comportements à risque auxquels les gens s'adonnent librement. Je suis pas certaine que ce délinquant de la route, s'il n'avait pas de permis, il n'aurait pas pris de voiture. Hein. C'est pas l'histoire des 3 points qui l'auraient retenu. On a un certain nombre de gens qui d'abord fanfaronnent beaucoup parce qu'ils s'imaginent se mettre en danger, être au-dessus de tout, au-dessus du risque, au-dessus de la loi. Et on est dans une difficulté permanente. Je ne sais pas quelle est la situation de l'ensemble des 25 000 auteurs des refus d'obtempérer, mais cette recrudescence, je suis d'accord avec Monsieur Martin, ça en dit très très long sur effectivement la mise en cause non seulement de l'autorité, mais du modèle républicain qui est le nôtre. Et le code de la route, c'est quand même le plus simple à connaître et qui est à peu près connu de tous, donc c'est un petit peu compliqué. Et le seul rempart, c'est le policier, encore une fois. Parce que là, lorsqu'on parle autour d'une table, c'est facile, mais croyez-moi que, puisque tu parlais du sujet de la jeune fille, le discernement que doivent faire les policiers sur le terrain, moi j'ai connu la police pendant 36 ans, un groupe d'intervention, c'est autre chose. Mais même en étant CRS, j'ai fait des contrôles qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Je les plains, nos policiers, parce qu'on est à la limite toujours du clash. Et du clash, je parle juste du clash, pas du risque de sortie d'armes. Il y a une question qu'on peut se poser, Pierre Martin, c'est est-ce que on n'arrête pas de dire que on est dans une société où le respect se perd, etc. Finalement, il y a une perte de respect pour les fonctionnaires du type les policiers, mais aussi les professeurs, etc. Aujourd'hui, l'autorité est mal considérée, finalement. Il y a certainement une fragilisation de l'autorité sous toutes ses formes, à l'école, dans le cadre de la police, etc. Il y a aussi peut-être un élément de courtoisie, je vais paraître pour le vieux schnock, mais un peu d'éducation. Enfin, je ne suis pas persuadé que toute la population française soit complètement consciente des quelques règles de savoir-vivre ensemble. Et puis, il y a un troisième élément, parce que c'est notre société qui est en train d'évoluer comme ça, c'est une sorte d'agressivité. Ça passe d'abord par une agressivité verbale. Moi, pour avoir échangé avec des gendarmes et des représentants de la police nationale dernièrement, depuis 3-4 ans, en fait depuis le Covid, il y a eu une espèce d'explosion de situations où il y a une agressivité verbale alors qu'il n'y a pas de raison apparente, et que à chaque arrestation que la police ou la gendarmerie peut mener sur une route, il y a une forte probabilité pour que ça parte en échange un peu musclé. Alors, bon, les vraies voix, ça se termine, mais je voulais juste conclure avec une question adressée à Abdoulaye Kanté. En quelques mots, Abdoulaye Kanté, qu'est-ce que la direction des forces de l'ordre disent à leurs intervenants, hommes et femmes, qui sont sur ces barrages? Quel est le mot d'ordre par rapport au refus d'obtempérer? En quelques mots. Alors, j'étais très transparent avec vous. Je pense que ça dépend en fait des endroits, des circonstances, etc. C'est qu'effectivement, on a pour ordre aussi des fois laisser filer, parce que on peut éviter aussi qu'il y ait des drames qui soient causés plus tard, etc. Et je pense que en tant que policier, quand vous avez ce sens policier, évidemment, vous avez votre sens policier qui vous dit vous n'avez pas envie de laisser passer parce que vous avez envie de sauver des vies. Donc effectivement, c'est un peu, on a le cul entre deux chaises, ou bien l'utilisation d'armes, où on a une fraction de seconde pour mettre stop à cette infraction. Donc encore une fois, aujourd'hui, j'envoie plein soutien à tous mes collègues, que ce soit policiers ou gendarmes, qui quotidiennement font face à ce genre de situation, et leur dire que il faut tenir bon, et malheureusement, il faut qu'on soit soutenu et que vraiment que la justice suive aussi, mais vraiment. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté d'être venu discuter et échanger avec nous. Je rappelle que vous êtes policier et auteur de Policiers, enfants de la République, publié aux éditions Fayard. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup. Alors vous restez avec nous parce qu'on va se détendre un peu. C'est le moment préféré de Frédéric Brandel. Ça arrive, je vous ai préparé. Que nous a-t-il concocté? En fait, je suis content du sujet que je vous ai trouvé, la thématique. Je le dis tout de suite ou pas? Non, pas tout de suite. Restez avec nous si vous voulez savoir. Bien sûr. Voilà. Elle est forte. Mais elle est forte. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. 17h51 sur Sud Radio. Et qu'est-ce qu'on fait à 17h51, Frédéric Brandel? On chante, on joue, on danse. Il est content. Allez, c'est parti pour le quiz de l'été.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors vous avez attendu, C'est maintenant Gilles. vous avez le droit de savoir le thème. Oui, mais il faut que Gilles, il nous dit. Ah, parce que Gilles, il est là, Gilles de Nice, Oui, avec nous. il est là. Gilles, Mais d'abord le thème. Bah oui, parce que si je donne le thème, ça peut peut-être vous aider à choisir votre coéquipier parmi les 3 vraies voix. Alors, je suis content de mon. Je suis assez fier de moi. Tellement content qu'il n'arrive pas à nous le dire. Le thème, c'est ce qu'il y a en ce moment dans la tête d'Emmanuel Macron. C'est le thème Mais du que quiz se passe-t-il musical. dans sa tête? ouais. Nous voulons savoir. Alors, Gilles, qui choisissez-vous? Faut choisir quelqu'un, ouais. Corinne. Oh là là. Quel bon choix. C'est un très bon choix. Ouais. Souvent, vous choisit, je trouve, dans ce moment. C'est un petit peu. pas un très Corinne, bon c'est un choix. petit peu la référence musicale. quoi. Corinne, c'est la référence C'est le bouzou musicale de la des musique, voix de quoi. l'été. Donc, C'est Pierre-Yves. pas vrai, il se moque. Pierre-Yves avec Bruno. Pierre-Yves avec Bruno contre Corinne et Gilles. Gilles, soyez vigilants, rapides. Ils ont perdu, Il faut c'est pas qu'on les grave. batte. Hein. Allez, vous êtes prêts, les amis? On va rigoler, Judith, parce qu'à chaque fois, il faut se remémorer le thème. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Mais Macron? que se passe-t-il dans sa tête? Extrait numéro 1. J'attends. Dalida. Bah voilà. Vous avez fait le bon choix, Gilles. Bravo, Dalida. Je l'attendrai toujours. Alors la version de Dalida, il y a une version plus ancienne qui était la chanson préférée de ma mamie d'ailleurs. Mais Ouais, ça c'est une chanson d'après-guerre. Tu sais, c'est une chanson alors, je vais d'après-guerre. faire juste un goût d'histoire. Quand je protégeais le Joseph Franceschi, qui était ministre, secrétaire d'État à la sécurité publique et maire d'Alfortville, je l'ai eu dans la voiture, blindé, avec Bah, Franceschi, c'est Dalida. ami du ministre que je l'ai eu dans ma Dalida, voiture. t'as eu Ouais, vous vous en foutez, j'ai l'impression. Non, pas non, du non, tout. c'est justement. On t'écoute avec attention. On se projette dans l'histoire que tu as de la C'est musique. iconique. Ça fait 1-0. On rappelle que l'équipe qui gagne est celle qui a 4 points. T'étais pas 3 normalement? 4. Et si vous Allez, continuez, ça sera ça. Emmanuel, que fais-tu? Bon, allez, ça suffit, les enfants. Hein, extrait numéro 2. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. Calogero? Non. Alors, Gilles, Christophe Maé. Non. Il est un peu plus. Claudio Capéo. Non. Amir. Ouais. Oui. Oh là Dis là. donc, Gilles, quel choix. Gilles, vous avez choisi Corinne et vous êtes heureux. Vous lui avez filé les réponses ou quoi? J'ai fait des quiz. Tout le week-end, elle fait. Elle s'est entraînée à fond. ouais. Et c'est drôle, hein, vous avez donc j'attendrai, j'ai cherché, c'est marrant par rapport. Je suis content de formidable, mes Frédéric. bêtises, Merci, hein. Il est content. C'est formidable, Frédéric. Bravo, Frédéric. Allez, extrait numéro 3. Alors Gilles, c'est pour vous. Attends. Je sais pas, là, je vois pas. Elle est Ah canadienne. oui. C'est pas Sandy Shaw, non? Il a le nom d'une Boulet, guerrière. non, Isabelle Boulet. Non. Bon, c'est la seule que je connaisse. J'allais pas dire Céline Dion. Mais vous donc, ne m'écoutez pas, je vous donne des indices, personne ne m'écoute. Qu'est-ce que tu as dit? Elle a le nom d'une Chanteuse guerrière. française ou... Aramis. Non, chanteuse canadienne, justement, qui chantait Canadienne. Moi si j'étais un homme. Non, Diane, Diane, et ensuite Tel. Ah bah voilà. Telle. Voilà. Diane Tell, ah ouais. Et ben on a gagné, Gilles. Comme quoi, Non, faut m'écouter trois, quand je trois. donne des Ah, indices. ça Grâce à va. vous, alors. Grâce à vous. Non, Bah, mais nous, on va attends, faire une n'a pas remontada, gagné. tu vois, Oui, ouais, on va faire une remontada, là, les deux. C'est à 4 quand même. Quatre, Oui, c'est à ouais. 4. Après qu'on avait Bah, fini, ça là. tombe bien, c'est l'extrait numéro 4. Et là, c'est celui le plus bête que j'ai trouvé par rapport à ce qui se passe. Écoutez. Emmanuel, magnifique. Alors, qui chante? Claude François. Non, mais justement, allez. Eh oui, mais tu dis un truc là, mais c'est. François. Frédéric François. Non, l'autre. François Valéry. François Valéry. Quand même. Gilles, vous n'étiez pas loin, mais c'est pas Mais ça. ouais, hein. mais vous étiez quand même un petit peu loin, Gilles. Hein. Oui, ouais. Bon, on Bon, commence ça- à la remontada. Ça fait 3, hein, la remontada. Oui. Alors, vous êtes prêts? Oui. Extrait numéro 5. Et un jour, une femme. Arba Famille. Victoire. Ça y est, bravo. Bravo Gilles. Bravo, Gilles. Parce qu'il peut peut-être choisir une femme hein, comme première ministre aussi, hein, c'est important. Ah, il va au fond de son histoire, Si je Frédéric. peux me permettre, je pense que c'est mal barré. Et le cinquième, c'était quoi, juste pour le fun? Je te trouvais ça. Allez, on alors. se fait un kiff. 5e, 6e. Deux bien. Ah, je la connais, celle-là en Ben, plus. moi aussi. Mais ça compte pas comme réponse, ça. C'est vrai que c'est ce qu'on cherche. Hein. Bah, chez un Premier ministre, on veut juste quelqu'un de bien. de bien. Alors vous l'avez pas, Gilles? Non, ça me dit quelque chose. C'est un double prénom masculin d'une chanteuse, en fait.
Enzo. 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 Gilles, ouais, Judith, on peut passer la dernière parce que je suis pas. Je peux faire le lancement. Écoutez ce que se dit en ce moment Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je François. Ça c'est très vrai. C'est très bien. Voilà, c'était pour vous. Merci beaucoup. Les amis, les auditeurs de Sud Radio, si vous voulez jouer avec nous demain, vous nous appelez au 0826 300 300 bien évidemment. Dans 10 minutes, ça va être le tour de table de l'actu. Puis juste avant ça, ça sera vous avez la parole. Donc surtout restez avec nous. À tout de suite. Allez, en musique. contre l'aventure de chaque jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et les vraies voix sont avec vous, comme tous les jours de cette semaine. On vous les rappelle. Enfin, c'est pas les mêmes tous les jours, mais. Oui, mais celui-là, c'est peut-être le meilleur de la semaine. Je sais pas. Arrêtez, parce que les autres vont être jaloux, Frédéric. Non, Bruno. Non, parce qu'il le dit chaque jour. Bruno Pomar, par exemple, tout le monde nous l'envie. Ex-policier, ancien patron du RAID, maire d'une commune rurale, c'est quand même énorme. Et que dire de Corinne Tapiero, qui est conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e, et puis à Paris, et puis présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Quel talent. Qui a gagné le quiz. Et vous avez gagné le quiz. C'est surtout ça, en fait. Chers auditeurs, il faut toujours choisir Corinne pour gagner le quiz. Et puis Pierre-Yves Martin, qui est un petit peu le Jacques Martin du monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il fédère, il consulte. Allez, vous avez la parole. C'est avec Clément Arion. Les vraies voix Sud Radio. Alors Clément, ce matin, Nicole Belloubet a annoncé qu'elle veut bannir le téléphone des écoles et collèges dès 2025, donc un durcissement des règles, parce qu'en priori c'était déjà interdit. Exactement, conférence de rentrée pour la ministre démissionnaire, je le rappelle quand même, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation. Elle a annoncé l'expérimentation de l'interdiction du téléphone portable dans 200 collèges dès lundi. Alors cette utilisation, elle était déjà interdite, mais cette fois-ci on va aller plus loin. Les élèves seront obligés de déposer leur smartphone à l'entrée de l'établissement. Pour les retrouver, ça va être simple. S'ils se ressemblent tous. La généralisation. Heureusement qu'elle revient de vacances pour avoir répondu un truc pareil. La généralisation de cette interdiction dans les collèges devrait pouvoir intervenir dès le mois de janvier 2025. Donc pour tous les collèges, voilà ce qu'a dit la ministre démissionnaire. Nous sommes pour échanger sur ça avec Abdelkrim Mesbahi. Vous êtes le président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour. 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 Bienvenue monsieur. Monsieur Mesbahi, une première réaction, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette annonce donc de la ministre de l'Éducation ? Pour nous, c'est pas vraiment une annonce, puisque le téléphone était déjà banni à travers les règlements intérieurs des collèges, d'une part, et dans les écoles élémentaires, c'est vraiment quelque chose qui est à la marge. On voit pas trop de téléphones traîner dans les écoles élémentaires. Alors, pardonnez-moi Abdelkrim, mais moi j'ai entendu beaucoup d'enfants de 13-14 ans dire que quand on va dans les toilettes du collège, il y a les téléphones qui sont sortis quand même. Donc l'interdiction ne fonctionne pas forcément tout à fait. Oui, mais pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens humains. Aujourd'hui, l'école, elle manque de moyens déjà pour avoir un prof devant chaque classe tous les jours. Donc, cette mesure, même si elle veut la mettre en place dès 2025, il faudra des moyens humains pour vérifier, numéroter les téléphones, etc. Vous avez bien dit comment ils vont les reconnaître. Oui, ça paraît incroyable. Une étiquette avec leur nom dessus, puis voilà, je sais pas, c'est comme les cahiers de classe, non ? Une étiquette, oui, mais comment l'étiquette ? Il faut acheter des étiquettes spéciales. Une étiquette c'est compliqué quand même. Par classe et tout ça, enfin, non, vous avez déjà... Oui, mais dans un collège, il y a entre 600 et 800 élèves. Voilà, c'est ça, ça fait beaucoup, quoi. C'est comme retrouver une aiguille dans une meule de feu. Allez-y, Clément. Cette mesure qui vise à prévenir les violences en ligne, quand même, il faut le rappeler, à limiter l'exposition aux écrans aussi. Monsieur Mesbahi, quand on est parent, on se dit pas quand même que c'est une bonne chose, ou on se dit que c'est une bonne chose, mais finalement que c'est impossible à mettre en place ? Pas applicable, tout simplement. Oui, c'est applicable. C'est applicable ou c'est pas applicable ? Non, pas applicable pour vous. D'accord. C'est pas applicable et il faut des moyens humains pour appliquer
Et par ailleurs, pour les familles, et là je me mets à la place du parent, et j'en suis un, les enfants ont besoin d'un téléphone en cas de besoin. Donc oui, pas dans la journée à l'école. Pas en classe. Pardon ? Pas dans la journée, quand ils sont à l'école. quand même en sécurité. Il est dans leur cartable quelque part, éteint, et en cas de besoin, qu'ils puissent l'avoir. Mais non, mais à l'école, monsieur, c'est quand même pas nécessaire. En cours, lorsqu'ils sont en cours. Je parle pas de l'école, je parle du collège. Oui, le fameux chemin, c'est vrai, moi pour être aussi parent d'une collégienne, c'est vrai que le principe d'avoir un téléphone et qui peut permettre. Comment on faisait nous à notre époque, mon cher Bruno, évidemment. Bon, la spécialiste. Oui, allez-y, pardon. Ça, c'est la question. C'est la question qui tue, comment on faisait à notre époque. Bah oui, on peut. Oui. Surtout que moi, je suis très vieux en plus. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que ma fille a un portable, monsieur, je vous l'assure. Alors, une spécialiste, Corinne Tapiero. Écoutez, moi, je trouve que cette mesure est assez amusante parce qu'effectivement, comme l'a dit monsieur Mesbahi, c'est prévu dans les règlements intérieurs et ça depuis des années parce qu'avec l'apparition des premiers téléphones portables, il y a eu les pires problèmes parce que lorsqu'ils étaient confisqués, il y a eu une histoire de puce, un coût, etc. assez élevé. Moi, je pense qu'il faudrait, si on voulait vraiment mettre en application cette mesure, essayer de réorganiser les structures collèges, c'est-à-dire de se dire, et du même coup on réduirait l'histoire du poids des cartables, c'est de se dire que chaque classe a une classe dédiée, où il y aurait tous les livres de classe, qu'on n'est pas obligé de trimballer tout le temps avec un jeu de livres, et il y aurait des casiers pour mettre les téléphones. Oui, c'est ça, les casiers. Les casiers comme aux États-Unis. Voilà, pas les casiers comme aux États-Unis, un logement pour les téléphones. Vous allez aller à l'école aux États-Unis, vous, nous, on ne sait pas, vous êtes drôle. Que les enfants... Vous n'avez pas regardé les séries ? Que les enfants peuvent récupérer en finissant le cours avant de partir. Non, mais tu racontes les problèmes de vol. Enfin, il n'y a pas de vol quand tu es dans la salle de classe. Non, mais il faut des casiers fermés, c'est tout. Mais non, mais en fait, de toute façon, il n'y arrivera pas. Et je pense qu'il y a quand même des choses plus importantes à mettre en place. Oui. Bon, alors après, c'est vrai aussi qu'on dit on va installer des brouilleurs, mais les brouilleurs, ça coûte excessivement cher. Que le coût d'appeler des parents depuis un téléphone fixe vers un téléphone portable est très onéreux. Donc, ce qui ferait que l'établissement ne pourrait plus prévenir les parents sur leur mettez des brouilleurs à partir d'un portable. Donc, en fait, ils ont toujours des idées fumeuses comme ça à la rentrée. Je ne sais pas où ils vont les pêcher. Ce qu'on a besoin, c'est des profs. Non, mais moi, j'arrive pas à aller jusque-là. C'est une idée fumeuse. On a des besoins de demander aux enfants de respecter les règles. De la même manière, moi, j'entends des parents s'offusquer. Comment ils ont le téléphone portable à l'école. Je voudrais bien savoir comment ça se passe chez eux quand ils leur demandent de poser le portable. Juste pour savoir. Alors, le portable, il n'est pas posé, en fait. Il n'est jamais posé. Donc voilà, donc il y a bien un sujet de société avec un positionnement d'enfant roi qui fait un petit peu ce qu'il veut et voilà. Et donc du coup, on est obligé de s'adapter à ça. Alors juste peut-être une réaction. Oui, à Abdelkrim Mesbahi, je voulais une réaction. Vous êtes le président de la FCPE, rappelons-le. Cette conférence de rentrée de Nicole Belloubet, ministre démissionnaire. Pardonnez-moi, mais ça ne change rien puisqu'il n'y a pas eu de décision d'annoncer puisque tout est gelé. C'est ça l'idée. C'est ça, en fait, nous on reste pantois d'avoir une ministre de l'Éducation nationale démissionnaire qui nous annonce des choses nouvelles comme il nous avait annoncé des choses à chaque rentrée, mais pas sur le fond, c'est-à-dire sur le manque de moyens humains qu'on a dans tous les établissements scolaires, et ça on n'en parle pas. C'est ça qui nous embête le plus. En fait. Allez, on vous remercie en tout cas, Abdelkrim Mesbahi. On rappelle que vous êtes président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci beaucoup Clément Arion pour... Merci à vous. Vous avez la parole. Vous pouvez reprendre votre portable, Clément. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est dans un instant. Surtout, vous restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. On est bien content d'être avec vous. Merci. Et puis c'est l'heure du tour de table. Arrêtez de vous foutre de moi, Frédéric Brindel. Non, mais c'est vrai. Vous n'arriverez pas à me déconcentrer. C'est touchant parce que on prépare une émission et puis vous la partagez avec nous. Ça nous touche. Il va nous faire un petit quiz. Il est où votre violon? Moi, c'est plus le piano. Je sais, mais là, je parlais de la flûte, non? Bon, allez, le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est tout de suite. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est récente, cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité.
Et on commence avec vous, le tour de table. Le tour de table. Bruno Pomar. Sud Radio, maintenant, ça s'appelle. Voilà. Est-ce que vous voulez que je présente votre tour de table ou vous le faites tout seul? Allez-y, je vous en prie. C'est votre métier en même temps. C'est elle qui vous aurait fallu au raid. Allez, Grenoble, lutte contre les stupéfiants, recours à l'armée pour pacifier certains quartiers. Vous pensez que c'est une bonne idée, hein, Bruno? Oui, je le pense réellement. J'ai pu en discuter. Alors, on va pas refaire le schéma de ce qui se passe à Grenoble et dans d'autres villes de France avec ces stupes que personne n'arrive à résoudre en termes de résolution d'affaires, même si la police, la gendarmerie, l'OFAS, toutes les unités qui travaillent contre la lutte stupéfiante font un travail considérable. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est un tel business qui rapporte plus de 3 milliards à ceux qui se nourrissent de ça et qui est même inscrit au PIB d'ailleurs. Il faut savoir, plus de 3 milliards sont inscrits au PIB du pays, quoi. Donc c'est quand même exceptionnel. Comment résoudre ce problème? Alors il y a eu le lancement de ce qu'a fait Darmanin qui, à mon sens, n'est pas anodin. C'est les fameux plans XXL pour lutter contre la drogue dans ces quartiers. Ça déstabilise le business et c'est une bonne chose. Même si ça peut se transporter ailleurs, ça déstabilise le business. Ça fait que effectivement les groupes entre eux s'opposent et cherchent à récupérer du terrain et donc on voit qu'il y a des flingages sur pas mal de secteurs. Mais je crois qu'il y a un véritable travail à mener ensemble et la police seule ne pourra pas le mener. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une problématique comme ça dans un quartier, on envoie les CRS, les fameuses forces d'action rapide des CRS, la 81, la 8, etc., qui sont des unités qui ont été stratégiquement mises en place pour lutter contre les Black Blocs, mais qui sont des unités particulières qui peuvent intervenir très rapidement et ils font un formidable travail. Le seul souci, c'est de maintenir ces forces de l'ordre en permanence sur le terrain. Et ça, waouh, point d'interrogation. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus, l'armée, par rapport aux forces de l'ordre? Simplement, je pose la question. Je sais que les hauts militaires ne vont pas vouloir faire ce genre de mission. Au même titre d'ailleurs qu'ils ne voulaient pas faire le plan Vigipirate lorsque ça a été lancé en 2015 avec Cazeneuve et le ministre de la Défense, parce que c'était pas leur mission. La mission des militaires, c'est de faire la guerre. Ouais, bon, quand on a dit ça... En fait, c'est justement l'objectif, c'est de faire la guerre au réseau de trafiquants. Oui, non, mais vous avez raison, Frédéric. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais faire la guerre à l'étranger, voilà. On a 204 000 militaires professionnels dans ce pays. Il faut savoir ce qu'ils font exactement tous, mais bon. Je crois que ça serait important. Pourquoi? Pour qu'on puisse mailler quadriller ces quartiers en permanence pour casser ce phénomène d'insécurité que ressentent les gens dans ces quartiers et d'être mobilisés en nombre. Ce qu'on fait sur le plan Vigipirate, quand vous avez les légionnaires sur les Champs-Élysées ou ailleurs, c'est rassurant. Moi, le premier, je me dis, les mecs qui passent, ils sont armés, dans les gares partout, c'est rassurant. Pourquoi on ne le ferait pas dans ces quartiers? D'abord, ça permettrait de soulager nos forces de police qui n'en peuvent plus, qui sont saturés, les CRS, les gendarmes mobiles, etc. Ils vont ponctuellement, mais ils ne peuvent pas y rester des mois et des mois. Et donc, il faudrait rester plantés dans ces quartiers en permanence. Et ensuite, derrière, avec l'OFAS, avec les services de stup, faire un travail de fond qu'ils sont capables de faire, puisqu'on a levé des réseaux, des aides mafias, Yoda, etc. Il y a eu des coups forts qui ont été portés à ces réseaux-là. Ces unités pourraient travailler sur le fond. Et à côté de ça, il faudrait que les maires, les élus, avec les bailleurs sociaux et les associations, retravaillent le terrain de façon à se réapproprier ce terrain, parce que tous ces quartiers sont délaissés de tout, de la société entière. Donc on n'a quasiment plus d'associations, etc. Moi j'y travaille, je le sais, j'en ai fait des centaines de quartiers, je les connais pour beaucoup par cœur. Eh bien, tous les gens demandent ça, c'est-à-dire de la présence policière permanente, du travail sur les réseaux et à côté des acteurs associatifs qui sont capables d'occuper les jeunes, de prendre en charge les jeunes. Judith, c'est pas ce monsieur là, Bruno Pomar, on avait dit futur ministre de l'Intérieur, c'était pas ça, c'est ça. Ça va arriver à force de votre bouche aux oreilles de là-haut, du sommet. Et vous qui connaissez non, je connais personne, moi. Laissez-moi tranquille. Alors, Pierre-Yves Martin, l'armée dans les quartiers, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que l'idée est séduisante et je veux pas passer pour le pessimiste du coin, mais j'ai une interrogation très sincère et très honnête sur la faisabilité. Sur deux éléments principalement. La première, c'est voilà, on demande à l'armée d'intervenir et on considère qu'elle serait ok, super, elle intervient. Moi, on m'a toujours dit, vrai ou faux, j'en sais rien, on m'a toujours dit par exemple que dans pas mal de cités, personne, au niveau des forces publiques, n'avait les plans des souterrains, des caves, des machins, et ne savait comment c'était construit, etc. Et que du coup, pour rentrer dans certaines cités, c'était pas évident. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est que une fois que l'armée a réussi à pacifier ces cités, après il y a un côté baguette magique, parce qu'après
c'est du sujet de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'il faut mettre autour de la table tous les acteurs de la ville, former, éduquer, faire venir les boîtes pour générer de l'emploi, de la sécurité, etc. Donc il y a tout un ensemble, donc c'est extrêmement ambitieux. C'est pour ça que je vous parlais de faisabilité, hein, et pas en voulant passer pour la vision sombre. Alors il nous reste assez peu de temps, pardonnez-moi, donc je donne la parole à Corinne. Corinne, si vous pouvez répondre rapidement, puisque après c'est votre tour de table. Hein. Alors moi je suis toujours assez étonnée des solutions un petit peu miracles comme ça. D'abord parce que même si on a 204 000 soldats, je ne pense pas qu'ils soient ni formés ni aguerris pour aller dans ces cités où dans certains endroits, nous dit-on, plus personne ne rentre. Ce qui me gêne toujours dans ces discours un peu misérabilistes, c'est quand on dit on a tout abandonné, pourtant c'est les secteurs où l'État donne le plus. Oui. C'est là qu'on a le plus dans les écoles. La vraie question, c'est de savoir où sont les parents qui permettent à leurs enfants de ne pas être à l'école. Et pour occuper tous ces jeunes, comme vous dites, il y a l'école, et puis ceux qui sont plus en âge d'aller à l'école, il y a le boulot. Donc finalement, très intéressant, hein, le programme du prochain ministre de l'Intérieur. Là, vraiment très, je veux bien être conseiller du ministre de l'Intérieur. Spécial éducation. Spécial ce qu'il veut. Voilà. C'était donc Bruno Pomar. Les envies sont lancées ce soir. Merci, personne ne veut de mon plan en fait. Bah non. Bah si, peut-être que si en fait. Si, je pense qu'il y a des réponses. Bah oui. Alors vous restez avec nous parce que c'est Corinne Tapiro qui va prendre la parole juste après. Hein. Le tour de table de l'actu des vraies voix continue. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et le tour de table de l'actu des vraies voix continue avec vous, Corinne Tapiro. On va parler de votre sujet favori. Ah bah oui. Voilà. Marronnier de la rentrée scolaire. Et attention, son mot d'idée reçue. Oui, alors voilà, moi ce qui me fatigue à cette époque de l'année, c'est évidemment, vous avez parlé de la rentrée scolaire, et surtout du coût de la rentrée scolaire. Donc la caisse d'allocation familiale vient de livrer l'allocation de rentrée scolaire avec un peu de retard, ça a fait tout un drame. Donc pour vous donner un petit peu une idée, on donne 416,40 € pour un enfant entre 6 et 10 ans. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, que les collectivités territoriales assument une grosse part de l'éducation des enfants, par exemple en fournissant les livres en primaire, à l'école primaire, élémentaire, comme on appelle, ainsi qu'au collège, c'est le département qui les fournit. Au lycée, c'est la région. Donc, ce sont des frais qui ne sont plus à la charge des parents. On est toujours en train de chercher de l'argent de l'État pour aider les familles à faire la rentrée. Moi, je demande... Alors, Xavier Darcos avait réussi une opération extraordinaire avec la grande distribution, c'est de faire les essentiels de la rentrée à des coûts assez bas, qui existent toujours. Hein. Il y a un pack essentiel de la rentrée avec 10 objets pour moins de 10 €. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que jusqu'à maintenant, on n'arrive toujours pas à faire pression sur les ordonnateurs de ces dépenses que sont les enseignants. Parce que je ne sais pas comment... Avec des appellations de cahiers qui ressemblent à aucune autre. Je ne sais pas comment on apprend mieux l'anglais dans un 24-32 que dans un 21-29-7 ou dans un 17-22. 24-32. Non, mais je trouve ça incroyable. Je ne comprends pas, quand on parle du poids des cartables, pourquoi les enseignants se refusent à ce que les élèves n'aient que des feuilles de papier perforées pour pouvoir prendre note de leur cours, venir juste avec un petit lutin. Ils veulent avoir le cahier en permanence. On réglerait un certain nombre de problèmes. Ensuite, de quoi je ne suis absolument pas certaine que la rentrée scolaire coûte ce prix-là. Alors j'ai entendu, et on entend tous les ans la même chose. L'affaire de sport. Oui. Alors, il faut aller chez le coiffeur. Ben oui, mais s'il n'y a pas école, tes enfants, tu vas pas les laisser avec tes cheveux devant les yeux. Il y a un moment où tu vas les amener chez le coiffeur. Il faut l'amener chez l'ophtalmo. Ok, mais l'ophtalmo, c'est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et vraisemblablement par une mutuelle ou une CMU. Et on a des demandes comme ça sans cesse. Alors, il y a les affaires de sport, bien sûr, mais les enfants, aujourd'hui, ils ont tous des baskets aux pieds toute l'année et tous pratiquement des joggings. Donc, c'est pas vraiment mais il faut justement une paire dédiée au sport. Non, il n'y a plus de paire dédiée au sport. Ça n'existe moi, plus. Chaque fois, je le mets dans le sac de ma fille qui le laisse là-bas. Quoi. Oui, mais ça, c'est parce que chez les Brindel, il y a une éducation. Nous agissons en fonction de ce qu'on nous demande. Et autrefois, ça se faisait comme ça. Autrefois, la rentrée scolaire, ça coûtait un peu plus cher aux familles. Il fallait qu'ils achètent les livres, les cahiers, l'équipement de sport, parce qu'on n'allait pas à l'école en jogging.
jogging, les chaussures de sport parce qu'on n'y allait pas en basket, les chaussures de salle, les chaussons de salle, l'équipement de salle, etc. Et alors on a eu également cette rentrée scolaire une enquête de l'UNEF qui nous a expliqué que le coût des études était exorbitant pour les étudiants et le chiffre, alors parce que c'est l'UNEF et qu'évidemment il faut être très large, jusqu'à 1 500 € en Île-de-France. Alors je trouve ça extraordinaire qu'on en soit là parce qu'on ne se pose pas la question de savoir comment vivent les retraités avec moins de 1 000 € par mois. Donc moi tout ça me met en colère. Et je me dis qu'il y a un moment, il faudrait être un peu raisonnable, apprendre aussi à consommer responsable. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter un cartable neuf tous les ans, une trousse neuve tous les ans, une calculatrice neuve. Et je pense qu'on ferait beaucoup d'économies. Et de mettre à disposition des fournitures directement. Alors on pourrait aussi demander aux collectivités d'équiper entièrement les salles de dessin. On avait fait la semaine dernière un très bon débat dans la vraie voix, d'ailleurs. Je me souviens très bien. Ça reste un de nos meilleurs débats, d'ailleurs, celui-là. Voilà. J'étais pas là, c'est dommage. On t'enverra la copie. Le podcast. Alors c'est bien, on continue sur la rentrée justement avec vous, Pierre-Yves Martin. Vous voulez nous parler de politique, d'économie. Vous dites que cette rentrée 2024, elle est inédite. Oui, il me semble qu'elle est inédite. En tout cas, il faut bien l'avouer, nous sommes un petit peu dans le brouillard. D'abord sur l'économie, et je vais surtout me focaliser sur l'économie. Vous savez, en ce début de semaine, le MEDEF se rassemble, donc tous les décideurs, tous les grands chefs d'entreprise se rassemblent pour partager leurs visions, leurs convictions, etc. Et pour la première fois, il n'y a aucun membre du gouvernement qui n'y assiste. Et donc du coup, il y a un signal un petit peu de déconnexion entre l'exécutif politique et le monde économique. C'est-à-dire qu'ils voulaient inviter, mais il n'y a personne de concerné puisqu'ils sont tous démissionnaires. Comme ils sont tous démissionnaires, ils se disent c'est plus notre job, donc on reviendra l'année prochaine. Deuxième élément, c'est qu'il n'y a effectivement pas de visibilité et économique sur l'évolution du marché, donc il y a un certain attentisme de la part des chefs d'entreprise qui savent plus vraiment comment appréhender cette rentrée, sur quels critères se fonder pour alimenter une croissance de leur entreprise, un développement de leur entreprise. Et puis il y a effectivement aussi une petite inquiétude, toute petite inquiétude sur la possibilité que le président Macron vient d'écarter visiblement, sur la possibilité que le nouveau gouvernement soit un gouvernement fortement teinté LFI. Mais ça y est, c'est bon ça. Non, laisse tomber là. Ça y est, fini, ça. C'est Asbide là. Faut pas y croire. Il faut enlever un petit peu de crainte. Oui, bien sûr. Il l'a garanti quand même. Il fait fuir oui, mais alors, vous savez, tant que c'est pas annoncé, voilà. Il l'a dit, il l'a annoncé très sérieusement. Comment faut-il vous dire, Pierre-Yves Martin? Vous allez arrêter maintenant, monsieur Martin? Mais je crois que ça a été clair. Je crois que ça a été clair de la part du MEDEF par rapport à ça. Le MEDEF veut même pas entendre parler de LFI. C'est évident. Bon, voilà. Et puis il y a, c'est vrai, cet été, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a eu un petit souffle d'optimisme psychologique, moral de la part de l'opinion publique qui a découvert ou redécouvert ce qu'était une fête autour des Jeux Olympiques à Paris avec un engouement qui a permis d'oublier tout ce pessimisme des 2-3 derniers mois. Mais cette rentrée, elle est avant tout inédite parce que, jusqu'à ce jour en tout cas, on fera une rentrée 2024 sans gouvernement. Et donc, du coup, ça nous montre, ça nous interroge sur la valeur ajoutée du politique, du ministre, par rapport notamment à une administration qui semble fonctionner très bien sans ministre. Et du coup, il y a quand même une inquiétude. Finalement, c'est quoi le rôle du ministre? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que, comme disait Macron il y a quelques mois, est-ce qu'un ministre c'est juste fait pour faire des déplacements, pour représenter, faire de la com, ou est-ce qu'il y a une autre mission pour un ministre? Je pense qu'il y a une autre mission. Je pense qu'il prend un peu plus d'une centaine de décisions par jour quand même, le Premier ministre. Je le dis en passant. Donc a priori, on en a besoin. Tout à fait. Ouais. Mais les directeurs d'administration sont aussi là. Ils assurent la continuité du service quand on regarde, public, en fait, ça continue à marcher peut-être en mode mineur, mais ça fonctionne. Et visiblement, c'est inquiétant. Voilà, c'est tout. Vous parliez des chefs d'entreprise avec lesquels vous travaillez souvent. Ils en ont quand même besoin parce que là, justement, ils disent on ne sait pas, on ne peut pas et on ne fait pas parce qu'on n'a pas en face de nous un référent. Donc ça veut dire qu'ils en ont bien besoin. Ils en ont besoin parce que pour l'instant, les directeurs d'administration considèrent que c'est pas leur job de gérer ces prises de décision. Donc il y a les affaires courantes qui sont prises, mais il y a aussi, et c'est très français, une haute administration qui est dotée d'une expertise très aiguisée sur l'ensemble des sujets,
qui est tout à fait capable de faire fonctionner les principaux sujets du pays sans révolution. Je faisais une parenthèse tout à l'heure avec la Belgique. Pendant 12 ans, il est resté sans gouvernement. On m'explique, les entreprises, elles tournent. Ce ne sont pas des irréductibles gaulois, si je peux me permettre. Non, mais tu as raison. Et ce que tu disais, Frédéric, tout à l'heure, au fait qu'on a besoin d'un gouvernement. Mais pourquoi le gouvernement? C'est pour faire des chèques quand ça va pas. Social, combien on met 2 milliards là, et on fait sa politique, on arrose les entreprises, etc. Non, mais c'est vrai. Bon, ça fait le lien, en tout cas, Judith. Ça fait le lien, tout à fait, puisque la décision de l'Élysée de ne pas nommer un gouvernement NFP a provoqué, on le sait aujourd'hui, une forte réaction à gauche. Emmanuel Macron a justifié ce choix par la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle. En réponse, les leaders du nouveau Front populaire appellent leurs partisans à descendre dans la rue pour manifester leur mécontentement le 7 septembre. Chacun campe sur ses positions. RN, LR, Nouveau Front populaire, centristes, tous exigent, revendiquent et dissuadent. Un gouvernement NFP serait finalement là pour paralyser les votes de l'Assemblée, serait paralysé par les votes de l'Assemblée nationale. Ok, donc on fait le point. Quelle est la solution? Eh bien, la majorité relative à gauche, d'après elle, lui suffit pour s'installer. Ah bon, on va poser la question et on vous pose la question. Votez, sur X. Donc, un refus d'un gouvernement NFP, considérez-vous que c'est un déni de démocratie? Pour en parler dans un instant avec nous, Hassan Lakaoul, secrétaire des jeunes communistes, il nous rejoint pour débattre. Et n'hésitez pas à nous appeler au 08 26 300 300 si vous avez envie de réagir. Aude nous attend. À tout de suite. Vous attend. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et vous êtes bien avec les vraies voix de l'été. On est avec Bruno Pomar, ex-policier, ancien du RAID, spécialiste de la sécurité. Ça rigole pas. Elle non plus ne craint rien. C'est Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement des Républicains dans le 12e arrondissement, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Vous parlez très vite tout d'un coup. Oui, parce que c'est long. Moi, ça va être court. Vous êtes consultant. Voilà. C'est clair, c'est net. Allez, coup de projecteur de Sud Radio des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron a annoncé officiellement qu'il ne nommerait pas un gouvernement de gauche, invoquant la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle du pays. Cette décision a provoqué une vague d'indignation parmi les membres du nouveau Front populaire qui voient dans ce choix un refus de répondre aux aspirations de leurs électeurs. Depuis ce matin, une grande partie des leaders du NFP appellent leurs partisans à descendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement et protester contre ce qu'ils perçoivent comme une marginalisation de la gauche au sein du gouvernement. Récapitulons. Les urnes ont parlé. Pas de majorité absolue pour qui que ce soit, mais un front de gauche perturbé par ces dissensions, qui possède le plus grand nombre de députés et qui n'aura donc jamais assez de soutien pour faire voter ses lois à l'Assemblée nationale. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Ce refus d'un gouvernement NFP, considérez-vous que c'est un déni de démocratie? Judith? Vous dites non, chers auditeurs, à 59%. Alors c'est intéressant parce que c'est assez serré, puisque le oui, évidemment, logiquement, est à 41%. Voilà, nous recevons Hassan Lakaoul, qui est secrétaire des jeunes communistes, les jeunes du Parti communiste. Bonsoir Hassan. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Bienvenue. On vous fait écouter quelque chose de votre chef. C'était ce matin, Fabien Roussel, donc secrétaire national du Parti communiste. On va réécouter sa déclaration. On va voir, elle est assez musclée. Eh bien, nous allons les appeler à se battre. Nous allons les appeler à se mobiliser. Ce que l'on n'a pas obtenu par les urnes, eh bien, nous allons l'obtenir peut-être par le rapport de force, la mobilisation sociale. Ah bah c'est assez clair. Est-ce que vous, du coup, vous pensez la même chose, Hassan Lakaoul? Est-ce que vous pensez vraiment que on est dans le déni de démocratie et qu'il faut y aller par la rue maintenant? Bah oui, je pense, parce que on a quand même un président de la République qui reconnaît pas sa défaite. Et ce qui est scandaleux, c'est que là, visiblement, il est bien parti pour continuer tranquillement la politique qu'il mène en faveur des plus riches depuis des années et que les Français ont battu dans les urnes. Donc, évidemment, moi, je pense que c'est délicat que de pouvoir crier victoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui a perdu. Donc, on va pas pouvoir nous annoncer qu'il va pouvoir continuer à mener tranquillement sa politique. Donc, oui, nous, là, c'est la rentrée. Il y a des sujets qui sont sur la table. Il y a la question des salaires,
on ne sait pas si chaque élève va pouvoir avoir un prof devant lui. On ne sait pas dans quelles conditions va se passer la rentrée des classes. Et il y a encore beaucoup de familles qui ont dû faire les courses dans des conditions déplorables, les fournitures, tout ça. Donc oui, pour nous, il va y avoir 2 chantiers pour les communistes. Toute la bataille parlementaire qu'on va bien sûr continuer à mener, mais aussi, évidemment, la bataille dans les entreprises, dans les lycées, dans les CTU, dans les facs. Bon, ça c'est le programme. Ça c'est le programme. Donc c'est ce que vous voulez faire passer. Maintenant, Bruno Pomar, il faut rappeler que ce programme, il faut qu'il soit voté à l'Assemblée nationale. Et oui, mais visiblement, ils sont pas. Vous n'êtes pas majoritaire. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que vous êtes 16 députés communistes, avec un député d'ailleurs de qualité qui est André Chassaigne, qui est un vieux de la vieille, qui a de l'expérience législative. Et c'était important d'avoir des députés de ce type. Mais comment vous imaginez avec cette minorité parlementaire, parce que c'est le cas, hein, quand LFI, vos affiliés sont 71 et disent on est la majorité, enfin il y a 577 députés si je crois bien, comment trouver une véritable réponse? Ça c'est une première question. Et deuxième question, c'est comment pouvez-vous vous associer, vous le Parti communiste, votre président Fabien Roussel, à une manif le 7 septembre, alors qu'on est en plein dans les Jeux Olympiques? C'est un événement international, mondial. Ouais, et ça va paralympiques. Vous continuez la bordélisation du pays, quoi. En gros, excusez-moi de vous le dire, hein, cher ami. Alors, réponse Hassan Lacoul. Oui, d'abord déjà sur la manière d'obtenir des victoires et des majorités. Moi, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, vous avez raison. À l'Assemblée, ça risque d'être compliqué. Et nous, ce qu'on dit, c'est que avec un coup de pouce, avec un soutien populaire, il peut se passer des choses. Moi, je sais pas qu'est-ce que feront les députés du Rassemblement national si demain il y a des milliers de Français dans leur circonscription qui manifestent pour leur dire, si ceux qui proposent l'augmentation des salaires, allez la voter. Ceux qui proposent l'abrogation de Parcoursup, allez la voter. Vous vous battez contre le Rassemblement national. Allez la voter. Donc, je ne sais pas comment vont réagir ces députés. Donc, on peut obtenir des majorités texte par texte. Mais c'est possible. Et sur votre deuxième question, pour les Jeux paralympiques, Ouais, voilà. Moi, je pense que quand même, là, on est en train on revient des congés payés, on revient des vacances. Les congés payés, on les a obtenus par la lutte, on les a obtenus par les grèves. Et là, nous, on propose pas de mettre le pays à feu et à sang. On propose de s'organiser et d'aller dire dans la rue ce qu'on veut, les revendications qu'on porte. Et donc, je pense que voilà, il faut pas alors, pardonnez-moi, il y a un truc que pardonnez-moi. Corinne Tapiero, ce qu'on écoute, ce qu'on entend dire de Hassan Lakéoul, c'est quand même qu'il rejette, enfin le NFP rejette des mécanismes démocratiques qui existent, puisque selon la Constitution, il faut le rappeler quand même, le président est dans son droit de choisir la personne qu'il juge la meilleure pour gouverner et de refuser qu'il ne juge pas à la hauteur. Alors, je pense qu'on a plusieurs prismes dans ce qu'il nous dit. D'abord, il nous sert un discours qui est un petit peu suranné, parce que je serais assez amusée de voir le nombre de gens qui vont descendre dans la rue pour l'abrogation de Parcoursup, et surtout dans les territoires où vous me dites que le Front National devra s'expliquer devant ses électeurs. Là, ça ne sera pas la question de Parcoursup. Ce ne sera pas la question de Parcoursup. Quand on parle de déni de démocratie, moi je pense que vous êtes en plein déni de victoire. Parce que si on regarde bien, il y a 3 partis qui sont arrivés avec des voix à peu près conséquentes. Ils sont tous minimum à 110 voix de la majorité. Donc même si on prenait qu'un tiers des voix de l'Assemblée nationale, le nouveau Front populaire n'a pas un tiers des voix. Donc vous n'avez rien gagné. Vous prétendez vouloir aller chercher la victoire dans la rue. Vous êtes déjà allé la chercher aux législatives en faisant des fronts républicains contre le Rassemblement national. Très bien, c'est le choix de chacun, les électeurs se sont exprimés. Mais quand même, il y a un seul moment où on aurait pu accuser le président de la République de faire un déni de démocratie, c'est avec l'usage abusif du 49.3, qui empêchait le débat parlementaire, et ça, moi je pense que on peut le reconnaître. Il est constitutionnel aussi, ce 49.3. Oui, enfin, il a été abusif, on n'a jamais autant utilisé. Il n'y a rien qui dit que ça a été abusé dans la Constitution. On n'a jamais vu ça, quoi. Non, il y a des ministres qui ont mis beaucoup de 49.3, Manuel Valls, etc. Non, mais il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant, et c'est vrai que ça a quand même cassé un petit peu le débat parlementaire. Aujourd'hui, on a des parlementaires qui, pour certains, sont plus préoccupés de ce qui se passe en dehors de France que ce qui se passe en France, et qui sont là que pour semer le bazar. Alors, vous avez la chance ou la malchance d'avoir un gourou qui travaille dans l'ombre, qui s'appelle Monsieur Mélenchon, et qui tire les ficelles, et comme des gentils pantins, vous vous animez tous, et vous lui obéissez. D'ailleurs, le choix de
de Lucie Castet, qui a certainement beaucoup de mérite en tant que fonctionnaire. Notamment, j'ai pu remarquer qu'elle était brillante en matière d'économie et de finances à la ville de Paris. Mais toujours est-il qu'elle n'aurait été quoi que le pantin de Mélenchon. Alors, Hassan Lakeoul vous répond. C'est vrai qu'on a du mal des fois, et je pense que le Parti communiste se rachète une image, et justement en s'inscrivant dans l'opposition à LFI. Moi, il y a tout un électorat populaire qui vous suit, que vous êtes en train de retrouver. Et là, vous le suivez encore ou pas alors ? Oui, je vais essayer de répondre parce que ça fait beaucoup là. Ah oui, c'est du contenu ici, hein. C'est pas de la. Non mais moi, surtout ça, c'est que il y a quand même les Français qui ont voté, que ce soit pour le nouveau Front Populaire ou que ce soit pour le Rassemblement National. On a beaucoup de Français qui ont exprimé une volonté de changement quand même. Ça, il faut le dire. Les Français, ils n'ont pas voté Macron ou ils n'ont pas voté LR. Donc, à mon avis, il faut qu'on puisse voir comment tout ce qu'on porte, comment tout ce qu'on se dit sur les salaires, sur la retraite, comment ça on arrive à l'obtenir. Visiblement, personne n'a de solution pour l'obtenir à l'Assemblée. Eh ben nous, on essaye modestement de proposer autre chose, voilà tout. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que dans l'avenir, il faudra, parce que moi je crois que c'est ça la clé, reconstruire une gauche authentique et populaire qui sera en capacité d'obtenir des victoires. Et ça passera par, évidemment, aller parler aux gens qui ont voté pour nous, mais aussi à ne pas hésiter, et au contraire, surtout même, à aller parler aux gens qui se sont abstenus, qui ont voté Rassemblement National. Parce que ces gens-là aussi... Et vous libérez de LFI. Oui, alors vous libérez ou pas des LFI alors? Mais vous n'êtes pas les mêmes. Ils n'existent plus. Il parle de RN, donc il veut... Écoutez, je vais pas passer mon temps à commenter ce qu'a fait, ce qu'a pas fait la FI. Oui, mais vous le faites bien, alors on a besoin de vous entendre là-dessus. Eh ben voilà. Eh ben moi, ce que je vous dis, c'est ce que je veux faire moi. Moi, ce que je dis, c'est que, et ce qu'on dit, nous les communistes, c'est que il y a un parti qui a été à la tête de la gauche pendant pas mal d'années, et on voit qu'aujourd'hui, le bilan n'est pas satisfaisant parce qu'on n'a pas réussi à être majoritaire. C'est donc on a perdu. On met très bien. Eh ben, tournons cette page de la gauche de la défaite. Nous, on s'y emploie, et on s'y emploie en essayant de reconstruire notre camp. C'est ce qu'on fait, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra obtenir des conquêtes demain. Pierre-Yves Martin, on le sait, hein, la France Insoumise, le Rassemblement National, Éric Ciotti aussi, ils ne sont pas invités à l'Élysée pour le second cycle de consultation. Alors, c'est pas qu'ils soient pas invités, c'est qu'ils ont exprimé. Si vous me permettez. Mais je suis attentif à vos propos. Donc ils auraient freiné une possible coalition, ça c'est les mots du président de la République. Avant ce communiqué, on va quand même là, effectivement souligner le fait que tous les représentants NFP avaient affirmé qu'ils se rendraient à l'Élysée seulement pour travailler sur les modalités d'une cohabitation avec la nomination de Madame Castet à Matignon. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire là. Ben, en fait, ils ont pas mal. Non mais il y a une voilà, plein de choses comme ça. On va continuer comme ça. Il y a eu une tentative de la part du NFP de faire une belle mayonnaise, hein, donc ça, on a battu ce qu'il fallait battre, et puis au final, ça fait un peu pchit. Parce qu'effectivement, il y a une réalité constitutionnelle qui fait que c'est pas comme ça que ça le se nouveau passe. Front Populaire qui décide de qui doit être Premier ministre, que ça déplaise, voilà. Je pense qu'il y a eu une astuce. Donc c'est pas un déni de démocratie pour répondre à notre question. Bien sûr que non. Et je pense qu'il y a eu une astuce de communication public politique de la part de Mélenchon 2 minutes après les résultats des élections législatives, où il a affirmé être détenteur de la victoire. Et en fait, il n'y a pas de comme disait Corinne, il n'y a pas de victoire du NFP. Il a fait le forcing. Voilà, il a fait le forcing, quoi. Voilà, la méthode Coué, il se convainc qu'il a gagné. Mais là-dessus, il est bon. Oui, il est bon parce que... La déclaration qu'il a fait hier en disant le LFI, on se retire complètement. Allez-y, Macron. Ouais. Non, il est là-dessus, c'est un vrai vieux briscard pervers de la politique. Bien sûr. Mais j'ai une question pour Hassan Lakeoul, je le rappelle pour les auditeurs de Sud Radio, vous êtes secrétaire des jeunes communistes. Il y a quand même une porte qui vous est ouverte. C'est comme si finalement vous pourriez avoir dans ce gouvernement très large un ministère. Ça serait magnifique pour vous, non? Ça vous suffit pas? Vous êtes obligé d'aller chercher LFI, etc., etc. Ben non, je vais vous dire, parce que nous, on fait pas de la politique pour des postes. On fait de la politique pour changer les choses et pour être utile. Pour être utile, il faut avoir un poste. Oui, mais
Non, oui, il faut avoir un poste, mais pour faire quelle politique? Si c'est pour faire une politique qui reviendra pas sur la réforme des retraites, qui fera rien pour augmenter les salaires, qui fera rien pour augmenter le SMIC, qui fera rien pour réindustrialiser le pays, qui mettra pas en place la gratuité du permis de conduire. Et pour endetter le pays. Moi, ça m'intéresse pas. Et donc, si vous voulez, pour moi, là, on a passé l'été, on a passé beaucoup de temps à parler des postes, à parler des guerres institutionnelles. Mais pourtant, là, la rentrée arrive. Et les Français, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment ils vont faire pour remplir leur frigo, mettre le plein dans leur voiture et faire baisser leurs factures. Voilà, et avoir un travail qui paye. Ça, c'est quelque chose d'important que nous, on veut mettre sur la table, et les communistes, c'est quelque chose qu'on met toujours sur la table. Alors, moi, c'est ça dont je veux parler. Et ce que je dis, c'est que si, visiblement, puisque là, Emmanuel Macron n'est pas parti pour appeler le Front Populaire à gouverner, s'il le fait pas, s'il reconnaît pas sa défaite, alors oui, il faudra des luttes, il faudra des batailles, c'est ce qu'on a toujours fait, et ça a pu nous réussir par le passé. Donc, on essaye modestement de trouver une issue à la situation. Hassan Lakeoul, on a bien entendu ce que vous dites. Vous parlez de la rentrée, mais il y a quand même une question, Corinne Tapiroux, puisqu'on parlait de la rentrée tout à l'heure, c'est qu'ils vont manifester a priori le 7 septembre. Donc le premier week-end de la rentrée. Oui, et puis il y aura des grèves, des grèves le 10 septembre. Donc est-ce que finalement c'est pas quand même un problème, ça va faire un blocage, ça va créer un blocage, et cette rentrée risque de mal se passer. Moi, ce qui m'étonne, c'est que cette mouvance, là, cet agglomérat de partis qui a perdu aussi les élections comme tous les autres partis, veut imposer son programme. Mais il y a quand même un problème dans ce programme, c'est que ce programme, il vous a été globalement imposé par Mélenchon. C'était une émanation de la France insoumise. Totalement. Et ils ont fait trois demi-concessions. Non, ils ont essayé de faire un compromis tous les quatre quand même. C'était un peu léger comme compromis, parce que quand on voit après, ils se sont mis d'accord. S'ils se sont mis d'accord, c'est que ils se sont mis d'accord, mais au final, quand on les entend parler les uns les autres, ils sont à peu près d'accord sur rien ou sur pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même une vraie difficulté. Et je pense qu'à la lumière de ces éléments, vous pourriez comprendre que l'ensemble des Français qui n'ont pas voté pour vous, soit les 2/3 de l'Assemblée nationale, n'ont pas envie de voir votre programme s'appliquer. Oui. Et donc, quand vous réfléchissez comme ça va peut-être vous faire relativiser votre victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, Hassan Lakeoul, le mot de la fin, très rapidement. Le mot de la fin, c'est dire que, sur tout ce qui est dit sur les mobilisations, je rappelle quand même que la grève aussi, c'est quelque chose qui est garanti dans la Constitution. Et la démocratie sociale, c'est quelque chose qui fait aussi la richesse de la France et l'histoire de notre pays. Moi, j'en suis fier. Et donc, évidemment, on appellera dans la période qui s'ouvre les Françaises et les Français à se mobiliser pour que nos vies changent et pour que le président entende enfin la voix de la raison et qu'on puisse obtenir des avancées sociales dans ce pays. On vous a bien entendu et on vous remercie, Hassan Lakeoul. On rappelle que vous êtes secrétaire des jeunes communistes. Bon courage pour la suite. Vous vous rendez compte, on aurait pu vous proposer le ministère de la jeunesse et tout. Vous êtes dur, vous êtes exigeant. Bon, on a déjà le ministre de l'Intérieur, le futur, sur le plateau. On vous rappelle donc qu'on était avec Bruno Pomar, qui est ex-policier ancien du RAID, spécialiste de la sécurité. Merci d'être venu parmi nous. Judith. Merci. Et puis on était aussi avec Corinne Tapiroux, conseillère d'arrondissement Les Républicains dans le 12e arrondissement de Paris, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Ah d'accord. Merci d'être venu. Et vous, Pierre-Yves Martin, qui êtes consultant, on vous remercie aussi. Merci à vous. Et on ne sait toujours pas ce que vous êtes. Oh là là, je suis moi-même. Et puis vous restez avec nous, parce que le mardi, c'est les vraies voix de l'emploi. Ça va être très très intéressant. Il y a du sujet chaud aussi. Pour les jeunes, les anciens, tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.